Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, pour notre épisode 48, nous recevons Mathieu Delon, qui va nous parler de vignobles bordelais, vins et traditions familiales. Mais avant tout, bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Bonjour Joël, bonjour à tous. Mais ma foi, ça va pas mal. La vigne pousse, donc c'est parfait. Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast et pour parler de sujets autour de la vigne. Donc, comme tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, Mathieu, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous. Je suis Mathieu Delon, vigneron à Caudreau, un petit village du sud Gironde, à 50 km au sud de Bordeaux, sur une propriété familiale. Je suis la 5e génération de vignerons et d'agriculteurs sur cette propriété. Voilà. Donc c'est une propriété familiale, mais c'était pas une évidence pour moi de reprendre la propriété puisque la décision a été assez tardive. Alors pour certains peut-être pas, ça fait pas très tard, mais pour moi ça a été assez tard puisque j'ai pris la décision à 17 ans d'être vigneron. Avant c'était vraiment pas le cas parce que à cause de la dureté du travail. Ok. Je voulais faire garde forestier. Ok, parce que. La nature était importante. Ok, donc ça veut dire que c'était ton parcours scolaire, si je me rappelle, des études en lycée agricole, donc dans le Voilà, forestier, c'est la ça ? sortie, tout à fait. Sortie du collège, je suis parti en seconde, ce qu'on appelle à l'époque, on appelait ça la STAE, en seconde technologique, pour devenir garde forestier. Voilà. Ah, ok. Et donc, du coup, tu t'es retrouvé pour des raisons familiales à reprendre un peu, à Non, accompagner. Non ? c'est pas des raisons familiales, bon, mon papa était un peu fatigué, ça c'est sûr, Mhm. mais surtout il y avait une ambiance de classe un peu pourrie Ok. et et un secteur assez bouché puisque je crois Mhm. que les concours de garde forestier en France c'était 500 candidats, 2 places de prise, Ouf. donc c'était vraiment très très bouché. Ils étaient en train de fermer toutes les maisons forestières. Mhm. Donc en fait, je me suis dit, je peux être chez moi, c'est-à-dire patron, Mhm. pris dans la nature, Mhm. avoir mon nom sur l'étiquette de mon produit Ça, c'est bien. et surtout vendre mon vin moi-même en Mhm. direct. Voilà. Ok. Ça, c'était les 3 premiers points. Et j'ai pris cette décision-là en fin de seconde. Par contre, j'ai changé de lycée et là, je suis parti au lycée de La Tour Blanche. Mhm. La Tour Blanche, c'est un premier grand cru classé de Bordeaux dans le Sauternes. Mhm. Parce que j'étais surtout amoureux des liquoreux au niveau des vins. Ça se voit sur Et votre donc là, production, hein. ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On a une large gamme à la On va maison. aborder ça de Et par la suite. tout à fait, tout à fait. Pardon. Et donc j'ai fait un BEP, brevet d'état professionnel, et un bac professionnel en viticulture œnologie. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Voilà. Mais c'est avant tout, c'était un choix personnel. Voilà. D'accord. Non, tu vois, c'est le sujet qu'on a. Je n'étais pas trop sûr de ton parcours scolaire et j'en avais fait des raccourcis, mais je trouve que c'est intéressant de voir cette approche-là, dans le sens où très tôt, voir qu'une filière est bouchée, donc dans le forestier à l'époque, hein, on parle des années 90, je Tout à pense, fait. et de se dire, voilà, Ouais, c'est ça. de décider d'être son propre patron à cet âge-là, je trouve ça super. Et donc, du coup, bac pro. Ouais. Et à la fin du bac pro, j'ai postulé pour faire un BTS technico-commercial en vin et spiritueux, Ok. pour avoir une autre, Casquette. pour un peu avoir toutes les casquettes Mhm. de mon métier. Et en fait, j'y suis pas allé. J'ai démissionné avant le début de l'année, Mhm. en me disant il faut quand même que j'aille voir dans les vignes si c'est ce qui me plaît comme métier. Ah, ok. Et
donc en 99, je commence à travailler avec mes parents. Mhm. Première vendange, septembre 99, une année très compliquée, une année très dure. Ouais. Et je crois que c'est les pires vinifications et qualitativement que j'ai faites depuis que je fais du vin. Oh, la vache. Voilà. Et donc en tant qu'ouvrier, là je suis simplement ouvrier Mhm. de la propriété. Et en fait, le 2 janvier 2000, j'ai un énorme accident de la route Ok. qui en fait va changer ma vie dans le sens où cet accident, j'ai des cicatrices, et donc je vais voir une dame qui est esthéticienne qui s'occupe de mes cicatrices. Mhm. Et cette dame, en fait, son fils travaille en Californie et Mhm. fait du vin en Californie. Et elle me propose d'aller faire les vendanges là-bas. Et c'était une idée que je m'étais jamais posée. Comme quoi, Et en fait, le hasard fait bien les choses, hein. Enfin, je veux dire, d'un malheur à un voilà, bonheur. Ok. exactement. Et en fait, cet accident, il m'a montré que la vie pouvait être très courte, donc il fallait savoir saisir la chance dès qu'elle se présentait, quoi. Et donc c'est parti comme ça. Ah, ok. Et donc je suis parti faire les vendanges en Californie en 2000. Là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé pour la maison Jean-Pierre Moix. Donc la maison Jean-Pierre Moix, c'est le propriétaire de Pétrus. Ah, ouais, ok, d'accord. Et donc, qui m'a permis, parce qu'on rentre souvent par piston dans ces grandes maisons, qui m'a permis, sans aucune critique, puisque sur 11 stagiaires, il y en avait une qui était rentrée sur dossier. Donc, Attention, jette pas de cailloux, hein, c'est juste une opinion personnelle, mais bon, c'est comme dans tous les voilà, milieux. et puis c'est pas non plus, quoi, je le désavoue pas non plus. Des fois, Ouais. on aimerait bien savoir qui c'est qui arrive en tant qu'ouvrier sur sa propriété, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai fait les vendanges 2000, donc je finis mon stage. En fait, pour pouvoir avoir les aides européennes, on est obligé de faire ce qu'on appelle un stage de 6 mois à plus de 50 km de la maison. Là, on peut Donc dire j'avais fait qu'ils 4 y mois étaient. en Californie, et Pétrus était pile poil à 50 km. Ah, ok. La propriété en France, ok. Voilà, Ok. donc j'ai eu en fait une version moderne de la viticulture sur la Californie, Mhm. au niveau équipement, au niveau surtout marketing, communication. Ok. Et après, j'ai vu la tradition du travail bien fait à Pétrus. Ok. Alors, Mhm. vas-y. Pour t'arrêter juste rapidement, je trouve ça intéressant, parce que tu as dit que tu voulais faire un BTS technico-commercial. Bon, te connaissant de longue date, et maintenant avec le recul des années, pas besoin, Ouais. franchement. Franchement, pas besoin. On est d'accord. En fait, ça m'aurait surtout servi sur tout ce qui est paperasserie, Oui, la réglementation documentation. pour, Ouais. voilà. Gagner Mais du temps. sinon, ouais, voilà, exactement. Gagner du temps et m'éviter certains pièges sur des salons professionnels qui n'ont pas marché ou que j'ai mal préparé au début. Oui, Voilà, mais sinon, Mhm. non, je pense pas, quoi. Non, De toute façon, je après, je pense. regrette pas. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de regret parce que de toute façon, les erreurs à un moment, faut les faire pour justement apprendre de ça. Le fait que tu aies dit aussi, je reviens un peu en arrière sur le fait que tu as fait les vendanges de 99, où tu as dit que c'était les pires vinifications que tu as connues. Oui. Ben, disons que dans l'adversité, je pense que c'est là où tu apprends le plus. C'est-à-dire que si ça avait été, comme on dit vulgairement, les doigts dans le nez, et que peut-être tu n'aurais rien appris, quoi. Donc dans une situation difficile, tu as appris le plus, quoi. Mhm. J'aurais pu abandonner, quoi, tu vois, tu peux te Oui, dire, ça aussi. oula, dans quel chantier que je me lance, quoi. Ouais, mais Ouais. il y a eu la persévérance peut-être, ou peut-être. Ouais, Mhm. et puis une vision à long terme de à long terme du type de propriété que je voulais, Mhm. du type de vin que je voulais produire, du type de commercialisation que je voulais réaliser. Après, L'approche. je dis pas que ça me pèse, mais Du fonctionnement. Ouais, non, et surtout je suis quand même la 5e génération d'une aventure qui a commencé en 1890 et Mhm. on lâche pas dès le premier Dès les coup dur, premiers quoi. problèmes, c'est clair. On a une certaine responsabilité, quoi, pour le transmettre à la 6e génération s'il y en a une. Oui, donc il y a une certaine résilience aussi.
Mais je pense Ouais. aussi que c'est important dans le sens où... Alors il y a un truc que je trouve intéressant là-dessus, c'est que tu avais déjà une vue à long terme de tes objectifs, donc ça t'a permis un peu de surmonter les premières difficultés ou on va dire Mm. ou là où on se casse un peu Ouais. les dents. Parce que comme tu le dis, tu n'aurais pas cette vision à long terme et cet objectif beaucoup plus grand. N'importe qui aurait peut-être laissé tomber en disant bah non en fait c'est pas pour moi, je laisse tomber, je passe à autre chose. Mais peut-être aussi Mm. c'est la coïncidence des éléments que pas d'autre option, hein. Des fois c'est pas plus mal, les gens Pas te d'autre disent option. toujours Une fois- de se dire Et puis surtout, oui, oui, à partir du moment où tu t'es installé mhm, et que tu as signé les emprunts d'installation, ouais, ben en fait, tu es bloqué pour 15 ans. ouais, tu peux pas reculer, Donc, ouais. Ouais, donc en fait, donc tu y vas, quoi. Hein, ouais, mhm, Et puis, je ressens beaucoup à ma mère pour ça, qui m'a toujours un peu freiné en me disant, vois pas trop loin, mais elle était pareille que moi. mhm, On a toujours réfléchi à... Moi, j'ai toujours réfléchi... En fait, quand j'ai décidé d'être... Par exemple, quand j'ai choisi mon premier stage de vinification au prof d'œnologie, mhm. je lui ai demandé, moi, je voudrais aller dans une propriété où je pourrais apprendre à faire le meilleur liquoreux du monde. Tu vois, c'est pas... Ok. Parce que mon objectif, c'était de faire mieux que Sauternes, tu vois, en liqueur. Ah ouais quand même, Et bon objectif quand même. voilà, voilà. Et donc, en toute modestie, hein. Oui, ouais, bien sûr, ouais. Mais Je vois voilà, ça. Beaucoup c'est pas d'humour, Mathieu. le... J'apprécie. Voilà, c'était vraiment, ça a toujours été quoi, l'objectif de départ, c'était d'essayer de faire le meilleur vin du monde. Voilà. Ok. Alors après la vie fait que Où la réalité se présente. ouais, exactement, que tu te prends des baffes, Ouais. mais ça fait quand même des fois du bien de s'arrêter 2 minutes et de se dire mais en fait je suis devenu vigneron, pourquoi? Mhm. N'oublie pas pourquoi tu es devenu vigneron. Voilà. Ouais. Quand tu rentres dans l'adversité, en fait, cette lumière au bout du tunnel, il faut quand même l'objectif final, il faut quand même se le garder. Ouais. Parce que sinon, à un moment donné, tu fais du vin pour faire du vin. Et puis en fait, à un moment donné, tu te retournes et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles comme dans partout, mais ce qui est intéressant, c'est Mm. de se dire voilà, il y avait un objectif à très long terme ou une vision. Et bien sûr, c'est pas tous les jours rose, hein, je pense qu'on en a déjà discuté Non. longuement d'autres fois. Mm. Mais le fait de se dire ben, face à l'adversité, et en gardant, en plus, je trouve que tu as les idées super claires en disant, même si tu te mets comment dire, un challenge en disant je veux atteindre ça, faire le Mm. meilleur vin, mieux que Sauternes, ben, je pense que Mm. c'est aussi important de définir un objectif très haut que se mettre un objectif trop bas, trop facile trop facile à atteindre en se disant bah ouais non Oui, c'est oui. parce qu'au Alors, tu le feras ben, pas. Après il y a un je te juste cache milieu. pas que, Mhm. je te cache pas que ma femme, des fois, elle me dirait, simplement gagner de l'argent, ça pourrait suffire. Ouais, Alors, après est-ce que tu te mais Mhm. en fait, Ouais. on est dans un métier qui n'est plus la viticulture des années 80 où l'objectif c'était faire du Du bouillon, volume. quoi, faire du volume. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, plus ça va, moins on consomme de vin en Ouais. France. Mm. Et donc, plus en fait, on part vers le produit de guillemets semi-luxe, où Ouais, ou la premium. rareté fait le prix. Mhm. Ouais. Voilà, où on va vers le premium. Et donc, ces choses-là, ça se prépare, quoi. Il faut que tu sois prêt à avoir ton identité, ta typologie de produits et ta gamme, quoi. Ok. Ouais, je pense que c'est intéressant aussi, puisqu'au final, c'est la rareté ou les gens. Comme tu le Mm, dis, le vin, je pense qu'on en avait discuté quand on avait fait. Quand on avait travaillé ensemble sur de l'import ici en Allemagne, où la question c'est de se dire du vin ou vendre du vin en ligne ou faire du vin. mm, Pour pas être méchant, je veux pas mettre tous les vignerons dans le même panier en disant voilà n'importe quel abruti peut vendre du vin sans y rien y connaître. c'est ça. On a connu Mais un c'est peu. vrai en plus. Et après, et moi je l'ai vu aussi, mais qu'est-ce qui va faire la différence pour un client de dire ben, je vais aller acheter plutôt chez un tel, chez un autre? Ben, est-ce que c'est l'émotionnel, ce qu'on parle aussi dans de la vente, le lien affectif, le lien aussi d'exception, et puis c'est l'identification du consommateur à un produit qui va C'est ça. le pousser à choisir tel et tel produit, qui des fois est beaucoup fait sur le subjectif ou sur l'émotionnel, le subconscient, quoi. En C'est fait, il y a impressionnant. plein d'axes. Mhm. Il y a plein d'axes. Et ça s'est travaillé au fur et à mesure.
Mhm. au fur et à mesure de ma prise d'assurance dans le métier. Mhm. Parce que, en fait, moi, l'histoire, elle commence, donc je m'installe donc en 2002. 2002, premier jour des vendanges, je perds 50% de la récolte à cause d'un orage de grêle. Oui. Ma mère vient de rentrer une semaine avant en chambre stérile pour leucémie. Mhm. En sachant que c'est elle la tête de l'entreprise, c'est elle le boss. Quoi. Tu Mhm. vois, mon Ouais. père c'est les mains, ma mère c'est la tête. Mhm. Sans du tout jeter Non, non, bien sûr. dénigrer le travail de mon père, bien au contraire. Mhm. Et donc en fait, il y a obligation de devenir adulte de suite. Ça Ouais. c'est immédiat. Mhm. Et objectif qu'elle n'est pas à réfléchir à la propriété. Ouais. Tu vois, parce qu'elle puisse se concentrer pour une fois que sur elle. Ouais. Donc ça c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, l'année suivante, sécheresse de 2003. Donc Oui. la vigne qui est impactée par la grêle de la première année Mhm. nous fait encore une demi-récolte à cause de la sécheresse plus de l'impact de la grêle. Mhm. Donc pas assez de volume pour vivre, pour faire tourner l'entreprise. Mhm. Et en 2006, on est classé entreprise en difficulté. Ok. C'est pas un redressement judiciaire, mais c'est juste avant, tu vois, Ok. pour étalement des dettes, des choses comme ça. Mhm. Et ma mère décède. Donc là, en fait, tu deviens, voilà, là, il n'y a plus le choix. T'es le patron et t'as pas le droit de regarder derrière, quoi. Tu fonces. Ok. Et donc en fait, et à partir de 2010, les choses s'améliorent et d'année en année, on progresse. Voilà, il n'y a plus pour l'instant de coup d'arrêt sur la propriété. Sans que ça soit l'euphorie, ça a toujours été une progression montante. Et en fait, sur toute cette période, en fait, je suis arrivé sur la propriété, il y avait 2 types de cubis, rouge rosé, et il y avait 4 vins, 5 vins. Il y avait un rouge, un rosé, un moelleux, un blanc sec, un crémant. Voilà. Et en fait, c'était beaucoup de vins identiques ou de vins de cuves très différentes mélangées ensemble pour faire un vin. Ok. Et je me suis rendu compte, moi, avec le temps, que chaque cuve aurait pu plaire à un client qui n'était pas satisfait avec mon seul vin, en fait. Ok. Et donc, aujourd'hui, on a 15 cuvées différentes, donc 3 cuvées de bib, de cubiques, et tout le reste. Et donc, en fait, moi, l'idée, c'est d'avoir, entre guillemets, plein de produits avec de la rareté, avec des petits volumes. Voilà. Alors, c'est bien, Mathieu, de parler de ça, parce que je me rappelle une discussion qu'on avait eue ensemble. On s'est connus assez sur le tard, je pense 2007 ou plus tard. Arrivé avec toute ta palette de vins très, très variée, allant de blanc sec à des rouges jusqu'à des créments. Donc, créments. Et je me rappelle la discussion qu'on a eue sur le crément où tu m'avais dit goûte-le. Et j'avais dit ouais, non, j'ai pas trop. Sans plus, tu vois. On a l'image française crément. Un sous-produit sous le champagne. Et je me rappelle quelques années après, tu avais dit non, j'ai changé la méthode champenoise, puisqu'on ne peut pas l'appeler champagne, dénomination et compagnie. Et je me rappelle, tu m'as dit goûte-le, et le changement, et en fait, c'est là où, tu vois, ce que tu viens d'expliquer là, qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler avant. Il y a un gros travail dessus où j'avais dit, mais franchement, je me rappelle, je l'avais fait goûter pour un 14 juillet ici sur Hambourg, le crément, et les gens. Ils s'étaient jetés dessus plus que. Alors que moi je partais avec l'idée, Bordeaux, du rouge quoi. Tu vois, donc on part avec beaucoup d'a priori. Et en fait, le crément avait surpris les gens disant, mais c'est équivalent d'un champagne. Et tu me l'avais dit comme ça en disant, ouais, mais tu goûtes-le, tu vas voir. Sans dire plus. J'ai trouvé ça super intéressant cette approche, premièrement, dans le sens donner la possibilité aux clients de redécouvrir un produit ou de l'évolution du vin. Pareil avec les blancs secs. Où certains je les avais trouvés très minéral et au final avec le temps on se rend compte que bien sûr il y a le vin et l'expression du vigneron qu'il y a derrière et de son travail et de l'attachement à son produit. Bon après j'ai un peu l'impression que Monsieur Joe fait un peu le marketing et... Non, en fait le vin pendant longtemps, alors mon père pas trop parce que c'était le 3e enfant de la fratrie et c'était pas lui qui devrait reprendre l'exploitation. Lui il était militaire de carrière, il a fait 10 ans dans la marine nationale. C'est ma mère qui voulait être agricultrice, c'est pour ça qu'ils sont revenus. Mais grosso modo, par exemple mon grand-père, il est devenu chef d'entreprise à la mort de son père, à 54 ans. Okay. Donc en fait, dans les années précédentes, en fait, l'aîné
reprenait l'exploitation et faisait le vin Comme il l'avait appris de son son père. père l'avait fait. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, la première grosse crise du début des années 2000, par l'arrivée de vins étrangers, Mhm. est arrivée en fait on s'est rendu compte qu'il fallait quand même faire du vin pour les clients. Ça a l'air con, mais c'est la base en fait. Les Et fondamentaux. tout simplement parce qu'on s'appelait Bordeaux, on se considérait que c'était les clients qui devaient s'adapter et pas nous qui devions nous adapter. Ah, je suis ravi Et que tu ça dises ça. existe encore Ça existe encore. toujours Ouais. dans l'inconscient Ouais. des vignerons bordelais. Ouais. Et en fait, moi, là, je trouve la chance pour plein de raisons. Parce que mon système de vente aux particuliers, parce que je livre moi-même à domicile, donc Mhm. tous mes clients à domicile partout en France, à partir de 12 bouteilles, voilà, mais les gens souvent s'arrêtent À une bouteille. surtout quand je dis que 12. Oui. En fait, ce système-là, qui est vraiment la base de mon envie d'être vigneron, Mhm. pour la rencontre et voilà, le partage, Mhm. ça a été une force de motivation, parce que quand tu étais dans le dur au début, et bien quand tu allais livrer ton vin chez les clients, ils te disaient Monsieur Delon, votre vin il est super, continuez, et bien tant Ça pis, motive, hein. continuez. On est d'accord. Voilà, exactement. Et puis après, tu as aussi les reproches. Tu as dit là, Mathieu, ton moelleux, trop sucré. Ouais. Ton rosé, Ouais. Acide. un peu trop acide. Ouais. Et en fait, tu t'adaptes. Ouais. Et surtout, ça te permet surtout d'être au plus près et de pouvoir réagir immédiatement. Ouais. Et en fait, te rendre compte aussi des autres vins que eux boivent. Parce que quand tu restes chez eux, tu t'arrêtes et puis on te sert aussi à boire. Ouais. On te fait. Donc t'apprends. tu découvres. Ouais. Voilà. Et puis tu découvres les vins de l'Est de la France, parce que je vais beaucoup dans l'Est de la France. Ouais. Donc les vins de Chardonnay, donc c'est plus gras, plus rond. Sur cette base-là est né Hippos Blanc Sec, par exemple. Ah, ok. Parce que j'avais que le Sauvignon Blanc qui était vif et tendu. Avec mon Sémillon, qui est un cépage majoritaire sur l'exploitation et des fois je savais pas trop quoi en faire. Tu vois, je le vendais presque à perte au négoce. Ok. Je me suis dit, je pourrais faire la même chose, essayer de me rapprocher avec un élevage barrique un peu plus chiadé, m'arriver sur des vins assez gras, minéraux, et me rapprocher de ces vins-là. Et d'élargir ma gamme. Et en fait, c'est un produit qui a de suite plu, qui a bien cartonné et qui m'a ouvert une autre porte de clientèle. Et en fait, en créant ces produits, voilà, là j'ai vu que je pouvais valoriser mon vin mieux. Donc j'ai élargi la gamme. Et puis après, le dernier gros déclic, ça a été la création de la genèse. Donc pour essayer de me sortir de la masse des Bordeaux qui font beaucoup de merlot, j'ai essayé de créer une cuvée où il n'y en avait pas du tout. Et donc là, j'ai fait un assemblage Malbec Cabernet Franc et essayer de partir sur la mode des vins du Sud un peu, donc vin épicé, chaud, charnu. Et en créant cette cuvée, et par contre, j'ai vraiment réfléchi le packaging avec une histoire. Donc la genèse, l'année de création, 1890, la photo de mes ancêtres. Ouais. Et là, j'ai vu que c'était un autre axe de communication. Et en fait, j'ai des gens maintenant qui m'achètent par exemple la genèse parce qu'il y a le Malbec. Ouais. Donc je communique sur les cépages. Parce qu'il y a la photo de mes anciens. Parce que l'étiquette est jolie. Ouais. Et la bouteille est différente. Aussi, tu vois. Et la bouteille est différente. Ouais, c'est donc en fait, tout ça, c'est des axes d'accroche client qui sont multiples. Ils sont multiples. Ok. Et qui plaisent beaucoup aux gens. Alors j'ai trouvé intéressant parce que tu vois, tu as refait le lien sur le blanc. Et je me rappelle, le blanc, les premiers que tu avais, je les avais goûtés et je les trouvais trop minéral. Il manquait quelque chose et tu m'avais indiqué, ouais, il avait changé. Et c'est vrai que le blanc, on en consomme pas mal aussi. Et donc, du coup, c'est-à-dire que le fait de livrer directement au consommateur, en goûtant d'autres produits, ça t'a permis aussi de faire évoluer tes vins et de permettre d'élargir la palette. Enfin, moi, je l'ai vu à travers le temps sur le packaging qui a évolué, le positionnement du vin aussi. Donc, tout cela pour, se différencier. Et je pense que ça a beaucoup aidé sur ces dernières périodes. On va parler des 2 derniers sur le Covid, où le fait de se positionner, de continuer à livrer ou d'avoir un socle de clientèle fidèle, parce que c'est ça aussi l'important, la fidélisation, ça t'a permis d'écouler ta production. Alors j'ai vu que dernièrement, enfin le site a été actualisé. Petit clin d'œil. Ouais, ça y est. Ça y est.
Ça y est. Ok, Avec une petite boutique en ligne même, il va y avoir. très bien, j'ai Donc vu ça, ça. c'est... Mhm. Très bien. voilà. Donc, ouais, www.château-majuro.fr. Un Ok. petit... bon, il fallait, le Covid a un peu accéléré les choses. En Mhm. plus, on a eu des aides de la région. Ouais. Et en fait, le Covid, moi j'ai pris ça comme un miracle dans le sens où je galérais un peu pour avoir une certaine considération au niveau des instances professionnelles sur mon système de vente. On me prend toujours pour un fou, hein, quand je fais quand même 70 000 km à l'année. Ouais. Mais, mais en tout cas, j'étais pile poil dans la niche. Ouais. C'est-à-dire que je livrais à domicile, alors que tous les autres étaient fermés. Mhm. Et ce système, et les gens avaient besoin de contact humain. Donc, Ouais. des fois, je voyais des gens qui n'avaient pas vu des personnes depuis plus de 2 mois. Ouais, Qui étaient qui étaient dans leur maison et qui n'étaient pas sortis, des anciens. Ils ont énormément apprécié ce geste-là. Mhm. Et en fait, le Covid a créé la mode de la vente au direct, a relancé Ou la fait revenir, mode de la vente directe et du direct producteur. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, enfin, je valide pourquoi je me bats depuis 20 ans. Mhm. Et donc, je me suis vraiment senti dans le vrai Mhm. à 100% pour une fois, quoi. Parce que, en fait, j'ai un gros respect de mes clients. C'est-à-dire que je sais que s'ils n'étaient pas là, je serais plus là. Donc, Alors, tu vois, c'est un bon point à aborder ça, c'est-à-dire le respect du client. De toute façon, c'est ce qu'on oublie des fois certaines Ouais. sociétés, et on s'éloigne un peu plus du vin. En général, c'est Ouais. c'est ce qu'on certaines sociétés, on l'oublie jamais. Et moi, je me rappelle un manager qui nous avait sorti ça en disant, mais vous savez, qui c'est qui paye vos salaires, c'est pas vos études et votre super produit. S'il n'y a pas de C'est ça. clients, tu fermes boutique. Et donc, ça oblige la modestie à se remettre dans de la modestie, à reconsidérer que veut le client, à se refocaliser donc là, sur le C'est ça. besoin du client. Et la deuxième chose, c'est que grosso modo, en plus avec ce système de vente au particulier, je connais tous mes clients. Donc ses amis, tu vois, pour mon mariage, il y avait sur 150 personnes, il y avait 40 clients, amis clients qui venaient de toute la France. Le DJ, il arrivait de Lorraine, tu vois, il avait fait 800 bornes pour me faire la musique. Énorme. Et il a même pas voulu que je le paye, tu vois. Oh là là, ouais. Le lien affectif, ouais. Exactement. Et donc ces gens-là, à un moment donné, tu vois que tous les coûts de production augmentent. Bien sûr. Et tu te dis, moi je veux pas augmenter mes prix parce que je sais qu'il y en a certains, ils auront plus les moyens de me l'acheter. Donc, alors, c'est pas du social parce que petit à petit, tu les fais quand même monter. Ouais, mais obligé, l'idée, en fait, la création de toutes ces cuvées aussi, vendues plus cher, ont permis aussi de justifier le besoin de trésorerie que j'avais. La valorisation de l'entreprise. Et c'est grâce à cet éclatement de gamme qu'aujourd'hui, je suis un peu plus solide au niveau financier et que je peux me permettre d'atteindre l'objectif de départ de faire le meilleur vin du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, je peux me permettre, sur certaines parcelles maintenant, de baisser mes rendements, d'être plus chiant, d'être encore plus précis et chiant dans mes travaux viticoles pour arriver sur certains produits à faire encore plus des choses encore plus strictes. Ok, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Mais c'est ce que j'avais vu un peu aussi au début des produits que tu faisais, puisque tu parlais du bib, donc du vin à conservation courte, on va dire du vin facile, si je peux appeler ça, du vin de tous les jours, jusqu'à des vins de garde que tu peux garder 15 ans. Moi, je sais que j'en ai encore quelques-unes dans la cave. Pour mes enfants, plus tard, quand ils auront 18 ans, ils auront une bouteille avec leur date de naissance. Et c'est vrai que c'est bien de signaler ça parce que tu n'es pas dépendant d'un seul secteur du produit, quoi. Voilà. Mathieu, est-ce que on parle énormément de la genèse, enfin de ton parcours, puisque les deux sont liés. On a apporté quelques conseils on a vu par ton vécu quelques conseils à des entrepreneurs ou des gens qui travaillent avec leurs objectifs dans leur projet. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais peut-être aborder ? On est déjà arrivé dans une bonne trentaine de minutes à parler des différents domaines. Ou est-ce qu'il y a une autre thématique ? Non, après nous, aujourd'hui, l'agriculture,
elle est assez décriée dans sa façon d'être au niveau de tout ce qui est Chimie. intrants, traitement, agriculture biologique, pas Mhm. agriculture biologique. Ouais. Nous, en plus, dans la viticulture, on a ce qu'on appelle la biodynamie. Tout ça, il faut faire attention à... Je dis pas que... Je veux dire, il y a du bon partout et il faut pas... il faut... Des fois, l'intérêt d'avoir le vigneron en face de soi, c'est de pouvoir en discuter Mhm. et de pouvoir montrer que tout n'est pas vert chez les bio Ouais. et tout n'est pas Chimique chez noir ceux. chez les conventionnels entre guillemets. Ouais. Voilà. Et qu'au milieu il y a des gens qui, alors et je dis pas, il y a des gens qui font n'importe quoi, ça c'est certain. Ouais. Mais et autant chez les bio que chez les conventionnels. Mhm. Mais qu'au milieu il y a du... Alors, on parle de l'agriculture raisonnée, je ne pourrais pas dire que c'est raisonné, mais le bon sens paysan, entre guillemets, Ouais. qui nous permet de nous rendre compte quand même de l'impact qu'on a sur notre territoire et sur notre nature environnementale. Donc, il y a des prises de conscience, ça c'est clair et net, parce qu'aujourd'hui, tu vois, entre ce que mon père utilisait en produits phytosanitaires et moi, on a quasiment divisé par 3 la facture. Ouais. Et la surface de production est passée de 27 hectares à 38 hectares, tu vois. Ok. Donc voilà, on fait attention, on fait les choses un peu plus intelligemment. Ouais, puis on a peut-être les techniques aussi, et puis se rendre compte que c'est un peu comme partout, hein, l'utilisation massive, que ce soit dans l'agriculture, de chimie. Mais on se rend compte de l'effet, quoi, surtout. Ouais, on se le reprend dans la figure, de toute façon. Voilà, exactement. C'est comme le nucléaire. Marie Curie, elle prenait du polonium en pleine main parce qu'elle savait pas ce que ça faisait, quoi. Oui, voilà. Maintenant, avec le recul. Moi, mon grand-père, quand le premier client est venu vendeur est venu lui proposer du produit, il lui a dit que le Roundup, il pouvait en boire. Ça ne risquait rien du tout. Non, mais c'est sincère, et c'est mon grand-père qui me l'a plusieurs fois répété. Bon, il l'a pas fait puisqu'il a vécu jusqu'à 94 ans. Mais voilà, après, petit à petit, moi, mon père, faisait attention, mais par exemple, on était encore dans la vigne, à travailler dans les rangs de vigne qui nous traitaient dessus. Ouais. Aujourd'hui, on met 48 heures avant de rentrer dans la parcelle. On fait des choses pour protéger, parce qu'en fait, c'est pas vous les consommateurs les plus impactés. Oui, c'est vous avec les produits chimiques, hein. On est d'accord. C'est nous, c'est les ouvriers et le voisinage. Et le voisinage, voilà. Les épandages et compagnie. C'est un peu comme l'épandage, hein. Exact. Voilà, ok, très bien. Bah, écoute, Mathieu, alors on va faire, puisqu'on arrive un petit peu à la fin, un peu rappel des coordonnées, comment te contacter pour ceux qui aimeraient en apprendre plus. Donc tu as dit le site où on voit toute la palette des produits. J'étais en train de regarder juste avant, il est superbe, hein. Donc c'est château-majuro, M-A-J-O-U. Pardon. J-O-U-R-A-U.fr. C'est ça. Et là, il y a et j'ai vu qu'il y a le descriptif. Après, et pour te contacter, toi, j'imagine qu'il y a le mail dessus, ou peut-être on le mettra sur le blog. Famille Delon, avec un G à la fin de Delon, @hotmail.com. Après, sinon, il y a notre mail. Tout est écrit sur le site, en tout cas. D'accord. Et donc, je répète, on peut, à partir de 12 bouteilles, vous livrer partout en France, en Belgique et en Allemagne. Alors, pour les Allemands qui écouteraient ça, les Allemands francophones qui écouteraient cette phrase, Allemagne de l'Est. Alors, c'est pas... voilà. C'est qu'après, ça fait loin. C'est pas que je veux pas aller de l'autre côté, mais ça commence à faire loin. Voilà. L'ex-Allemagne de l'Ouest, ok. Non, en fait... Voilà, l'ex-Allemagne de l'Ouest. En fait, pour nos auditeurs, parce que Mathieu se déplace, je crois, 2 fois par an en Allemagne, suivant, bien sûr, le nombre de francophones ou de francophiles qui pour des commandes groupées. Alors, je sais que tu montes régulièrement à Hambourg, hein, on te reçoit toujours avec plaisir, Mathieu, tu le sais. Et dans le sud de l'Allemagne, après, il y a d'autres étapes aussi. Donc, voilà. Mais tout cela, vous l'aurez sur le blog avec le descriptif de ce que Mathieu nous a présenté. Moi, je trouve très intéressant le parcours, puisque ça permet un peu
pour nos auditeurs qui hésitent à se lancer, d'avoir quelques idées, de se dire voilà, il y avait un objectif à haut niveau pour toi, c'est-à-dire voilà, je veux faire le meilleur vin du monde. Ouais. Des fois, on peut être pris pour un fou, mais je pense que c'est bien d'avoir cette obstination. D'essayer d'atteindre quelque chose de plus haut. Bien sûr, il y a des jours, on se dit, t'as envie de raccrocher les gants, comme on dit, et puis aller faire autre chose. C'est ça. Mais des fois, on peut pas. Hein. Comme tu l'as dit, les crédits, il faut les payer. Puis il y a la passion, je pense. Puis il y a la passion ouais, aussi, je pense. on peut pas. Et puis, Oui. il y a la passion. Et puis, il y a l'agriculture, c'est aussi une école de l'abnégation. C'est-à-dire que Ouais. on est dans une civilisation où on veut tout de suite. Et c'est bien un métier qui t'apprend que ça, c'est pas possible. Ou du moins, si tu veux quelque chose de solide et durable, c'est pas possible. Voilà. Alors, vendre des bouteilles, être le plus riche du monde de vendre des bouteilles à 2 euros TTC, c'est le moindre petit commercial est capable de le faire. alors, Mais ça permet mais c'est avoir un objectif et un niveau d'exigence, c'est plus long à obtenir. écoute, je pense Donc, que il faut pour être résumer, patient. ça c'est de toute façon on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que le travail, Voilà. tout ce que vous pouvez voir, les grandes réussites, ça part d'un seul constat, c'est que beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Hein, toujours cette approche de l'iceberg, le succès qu'on voit au-dessus de l'eau, mais tout ce qui est en dessous, c'est de l'abnégation, des grosses claques, comme tu as dit, qu'on se prend, remise en question, réadapter. Donc je pense que c'est génial d'avoir que tu sois venu au travers de la présentation du château Majoureau sur cette thématique et puis d'apporter ce genre d'informations. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour ta participation. J'espère te revoir très bientôt et je te dis à bientôt. Avec grand plaisir, Joël. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 48 vous a plu. Je vous invite à visiter le site de Mathieu Delon pour en découvrir plus sur le château Majoureau. Psst, dernière information, avant que j'oublie. Aidez-nous à gagner en visibilité sur vos réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, prenez 2 minutes sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça aidera nos futurs entrepreneurs ou vos amis à venir nous écouter. Et n'hésitez pas à interagir sur Instagram, sur LinkedIn. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours, mercredi 18h. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.